Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, l'émission consacrée au livre sur la RTB. Ce soir, une interrogation d'ordre moral et éthique. Et si la victime devenait juge? Dans le couple, quand on subit des brimades et autres injustices, on est souvent partagé entre le pardon et la vengeance. Mais qu'à cela ne tienne, l'auteur que je reçois ce soir est de ceux qui estiment que face aux injustices et aux brimades, nous avons le devoir de refuser d'être victimes de la vie tout court. Dans son premier recueil de nouvelles, paru en 2015 aux éditions Afro-Livre, l'auteur pose une si dure interrogation. Si le faible devient le plus fort, devrait-il se venger? C'est alors que ce titre évocateur de son recueil de nouvelles nous interpelle. Et si la victime devenait juge? Ce n'est pas une interrogation, c'est une exclamation. C'est un recueil qui dresse un procès de l'institution du mariage en Afrique. Régis Kevin Bationo nous invite à une réflexion sur un nouveau contrat dans lequel se marier ne doit plus signifier se mettre la corde au cou. Régis Kevin Bationo, bonsoir. Bonsoir, Fosséni. Merci de venir partager le contenu de votre recueil de nouvelles avec nous. Je précise que vous êtes diplomate de formation et de profession, mais auparavant, vous avez étudié les lettres modernes à l'université de Ouagadougou, où vous êtes sorti avec un DEA, un diplôme d'études approfondies. Mais avant, vous avez aussi failli être prêtre, puisque vous avez fait le petit séminaire de Katiola et ensuite le grand séminaire de Koumi au Burkina. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Fousseni, avant toute chose, avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire merci à vous et à toute l'équipe de la RTB et pour cette occasion qu'elle me donne d'être reçu sur ce plateau pour échanger autour de questions littéraires. Et je dirais que tout a marché. Et il n'y a pas une chose qui n'ait pas marché, tout a marché. Et on dit que pour les croyants, que les chemins de Dieu sont insondables. Et je crois que c'est cette insondabilité des chemins de Dieu qui m'a conduit là où je suis. Donc, je ne suis pas prêtre et je suis diplomate. Voilà, tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà comment et partout je dirais. Vous servez Dieu? Je sais Dieu partout où je suis, à travers l'amour pour le prochain, l'amour du prochain, l'amour pour les autres. Et voilà, en essayant au mieux de respecter les préceptes qui sont recommandés dans nos livres saints. Oui. Régis Kevin Bationo, en 2011, vous avez publié un essai littéraire, La question identitaire dans les conflits en Afrique. Vous avez été certainement choqué par ce qui s'est passé en 2010 dans votre pays de naissance, qui est la Côte d'Ivoire. Ah oui, il faut dire que je suis allé de ce constat que une des causes des conflits en Afrique était la question identitaire, plus précisément l'instrumentalisation de la question identitaire. Et la Côte d'Ivoire est mon pays d'adoption, le pays qui m'a vu naître, le pays dans lequel j'ai grandi, le pays dans lequel j'ai effectué une partie de mon parcours scolaire et académique. Et voir ce pays-là déchiré à un moment donné sur la base de questions identitaires a été un choc pour moi. Et aussi, à travers les recherches que j'ai pu effectuer, je me suis rendu compte également que c'est cette question identitaire qui avait déchiré un pays comme le Rwanda en 1994, où en 3 mois, près d'1 million de personnes avaient été tuées, exécutées, machetées, etc., etc. Et donc, c'est cette question que j'ai voulu aborder à travers cet essai, et la question identitaire dans les conflits en Afrique, pour montrer que la fibre identitaire ne devrait plus être exploitée, instrumentalisée, pour diviser les peuples africains, mais plutôt être converti et faire d'elle un socle pour les peuples africains. Donc, on doit reconvertir la fibre identitaire et faire d'elle un instrument au service du développement des peuples africains. Régis Kevin Bationo, c'est quoi pour vous l'identité? Est-ce que c'est la somme de tout ce que nous avons été, par nos voyages, par notre façon d'être, ou c'est quelque chose d'autre? Il faut dire qu'on peut définir l'identité ou l'identitaire de plusieurs façons. Mais là, il faudrait comprendre l'identitaire ici comme étant ce qui fait notre particularité, notre singularité, et ce qui aussi nous identifie non seulement en tant qu'individu, mais aussi comme appartenant à un groupe social donné. Et donc, les conflits identitaires vont naître
Et à partir du moment où certains peuples se sentent menacés ou certains individus se sentent menacés. Et c'est simple, je vous donne un exemple banal pour caricaturer un peu. Et donc, vous prenez dans un établissement, lorsqu'un élève a maille à partir avec un enseignant, vous avez les élèves qui se regroupent, qui font front autour de l'élève, les enseignants autour de l'enseignant. Donc, c'est cela, cette appartenance justement à un corps, à un groupe socio-professionnel, à un groupe ethnique, à un groupe religieux, et c'est cela l'identitaire. Et donc, à partir du moment où on se sent menacé de disparition ou menacé tout court, et donc on se fait une carapace, on se construit une carapace. Une sorte d'instinct grégaire qui exactement à se renfermer sur soi. Et pas seulement ça, mais aussi à prendre quelquefois les devants et pour aller à l'attaque de ceux-là qui nous menacent. Et voilà, c'est ça la question identitaire. Okay. Peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois pour revisiter le contenu de ce formidable ouvrage que vous avez publié en 2011, La question identitaire en Afrique. Mais venons-en à votre recueil de nouvelles, Et si la victime devenait juge? C'est un recueil de 7 nouvelles, 7 comme le chiffre 7 en Afrique, les 7 jours de la semaine, 7 comme le couple homme-femme en Afrique, puisque pour l'Africain, l'homme est 3 et la femme 4, ce qui fait 7. 7 également pour que sais-je d'autres encore. Mais dans votre œuvre, vous interrogez le principe sacré du mariage. On a par exemple Femme de labeur, la première nouvelle, qui raconte l'histoire de Fatou, fille aînée d'Ismaël, et épouse de Silver, et finalement une veuve qui a travaillé non seulement à soutenir son mari, mais également qui a travaillé à soutenir ses enfants pour leur réussite. C'est un peu comme pour vous une sorte de hantise de ce que la femme peut être au-delà de ce qu'on peut penser d'elle en Afrique comme étant le sexe faible. Oui, exactement. Oui, loin de penser que la femme est le sexe faible, et il faut dire que la femme est capable de choses beaucoup plus grandes parfois que l'homme. Et cette nouvelle Femme de labeur, je vais l'avouer, c'est l'histoire de ma mère. Et c'est vrai qu'on dit que dans la production littéraire, il y a une part de fiction et une part de réel. Mais il faut dire que dans Femme de labeur, la part du réel est beaucoup plus importante parce que j'ai vu ma mère à l'ouvrage, je l'ai vue à l'œuvre, et c'est un modèle de femme que j'ai voulu offrir à d'autres personnes, femmes comme hommes, et parce qu'elle a toujours refusé d'être une victime de la vie, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction à cette émission. Elle a refusé d'être une victime de la vie, elle s'est toujours battue, elle a refusé de se résigner, elle a compris qu'il fallait continuer de se battre pour réussir dans la vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que c'est un modèle qu'on peut offrir à beaucoup d'autres personnes et qui devraient refuser d'être des victimes de la vie. Oui, d'abord, vous commencez par des questionnements liés à l'intégration, ces questions identitaires que vous avez évoquées en 2011. Fatou qui s'amourache de Silver et finalement son père qui s'oppose au début à leur idylle. Et bon, pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, il finit par céder. Oui. Et Fatou, une fois marié avec Silver, est à l'origine, certainement, des études de Silver, des études de médecine, telles qui a soutenu Silver quand il s'est émigré pour faire des études. Et pendant ce temps, elle travaillait et elle a perdu son boulot dans une ONG pour des questions identitaires. Ah oui, il y a une obsession, il y a comme une obsession pour vous. Oui, il faut par le rapport dire. À cette question d'intégration. Il faut le dire. C'est vrai qu'en écrivant, je n'ai pas conscience de cette obsession, mais qui peut être qui est révélée à travers le résultat final, donc à travers l'ouvrage. Il y a une sorte d'obsession parce que je crois que les peuples africains étaient parvenus à montrer qu'ils étaient des peuples solidaires. Mais de plus en plus, nous allons vers justement une dislocation de cet esprit
de solidarité qui était une des spécificités même des peuples africains. Et donc, la question identitaire, pour moi, revient ici encore parce que Fatou, qui travaille dans un pays étranger, à un moment donné, perd son emploi et parce qu'il est question de nationaliser les postes dans ce pays-là. Et comme elle n'est pas originaire de ce pays, elle perd son emploi. Donc, c'est une question que je pose ici également. C'est un fait qui m'interpelle et qui interpelle nos dirigeants africains, qui nous interpelle tous à quelque niveau que ce soit. C'est vrai que la question telle que présentée et se situe dans un cadre professionnel, mais à chaque échelle de notre existence en tant que peuple africain, je vous dis, cette question de l'identitaire est toujours présente. Voilà pourquoi il faudrait que nous fassions énormément attention, parce que c'est un venin, c'est un poison qui peut détruire considérablement le tissu social des peuples africains. Et ce qui est dramatique, cette mère Courage, malgré un certain nombre d'efforts, était confrontée à un destin cruel. Silver décède de crise cardiaque et elle se retrouve avec ses enfants sous le bras. Oui. Et elle est obligée de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants. On ne dira pas qu'elle est obligée, on dira qu'elle a compris qu'il lui fallait travailler. Et parce que Fatou, après tous les sacrifices qu'elle avait consentis pour que son époux pu terminer ses études universitaires pour être médecin, donc était venu le moment où son époux revenu de son exil avec son diplôme de médecin et lui a dit, bon, voilà, maintenant chérie, c'est mon tour de prendre soin de toi. Et puis voilà, quelques années plus tard, il décède. C'est justement le refus de l'abandon. C'est ce qui motive Fatou. C'est ce qui met du tigre à son moteur. Elle dit non, je refuse. Je refuse d'abandonner maintenant. Je refuse d'abandonner un jour. Je vais toujours continuer. Et voilà ce modèle-là que j'estime être un modèle presque parfait de femme, et dont on peut se vanter, dont on peut se glorifier et qu'on peut offrir à la jeunesse ou même à d'autres personnes. Et c'est la leçon intéressante de cette nouvelle que vous nous racontez si formidablement. Oui. Et vous parlez également de Aïcha dans Retour de Manivelle, où c'est une femme martyrisée, violentée, humiliée. Oui. Et pour vous, tout ce qui arrive à Aïcha est choquant et inadmissible. Oui, vraiment inadmissible parce que ce qu'Aïcha a vécu dans son foyer n'était pas ce qui était annoncé, vu la manière dont elle avait rencontré son fiancé, son époux, tout était parfait. Donc, il vivait vraiment l'amour parfait. Et une fois dans le mariage, parce qu'Aïcha bénéficiait également de la protection de son père, parce qu'elle était fille unique, et son père tenait vraiment à ce que sa fille soit respectée. Mais à un moment donné, lui aussi, il a perdu la vie, donc elle était un peu abandonnée à elle-même. Et donc, elle a été l'objet de toutes les violences que vous avez mentionnées et dont j'ai fait cas dans l'ouvrage. Et au bout du compte, Aïcha elle quitte son foyer parce que son mari la met dehors, elle est démunie, elle n'a plus rien. Mais là encore, avec le concours d'une de ses amies, elle également va dire « je refuse d'abandonner ». Et donc, ce qui n'a pas marché hier peut marcher demain. Et donc, elle se remet à l'ouvrage. Et puis, Aïcha finit par être une femme très puissante, une femme très riche. Oui. Et un jour, voilà, et son ex-époux a besoin de ses services, il vient la rencontrer, mais il est surpris de savoir que son destin est désormais entre les mains d'Aïcha. La victime d'hier devient juge d'une situation à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et on laisse le lecteur se procurer le roman, oui, le recueil, pour voir ce que la suite nous donne. Exactement. Et le titre éponyme, c'est la 3e nouvelle. Oui. Et si la victime devenait juge, c'est l'histoire de Landry, mais aussi, vous nous envoyez dans les dédales du grand séminaire. Je ne parle... les aventures qu'on peut vivre dans les grands séminaires. Oui. Et c'est l'histoire de Landry qui s'y déroule. Oui, Landry que je présente comme un ancien pensionnaire d'un centre de formation religieuse. Donc, je ne dis pas explicitement grand séminaire. Je ne sais pas
pourquoi vous avez pensé à Grand Séminaire tout Mais de vous suite. parlez de séminaire. Oui, je parle de Dans la nouvelle, vous parlez de séminaire. Je parle de séminaire, effectivement. Voilà, mais bon, pas forcément de Grand Séminaire. Et donc, voilà, Landry, il fait une partie de son cursus académique dans ce centre de formation religieux. Et puis, il finit par s'exiler aux États-Unis. Et puis, voilà, un jour, il est confronté à une situation. Il est victime d'une injustice de la part de ses copains avec qui il vivait. Et puis, donc, voilà, lui aussi, il va à la rue. Et puis, par un concours de circonstances, il arrive à se sortir d'affaires. Et puis, un de ses copains, qui fait partie des auteurs de la situation malheureuse qu'il avait vécue, voilà, se retrouve en situation de désarroi et de détresse, et pour lesquels il a besoin de Landry. Et là encore, voilà la victime d'hier qui se positionne comme le juge de son bourreau. Et finalement, il est devenu fort. Faut-il pardonner ou faut-il se venger? Là, je ne réponds vous pas. Ne répondez pas. Vous ne répondez pas parce que ce n'est pas le rôle Ouais. de l'écrivain d'être moraliste ou de donner des leçons. Vous posez, vous nous donnez à voir, vous nous donnez de la matière pour nous fonder notre opinion. Et c'est tout à fait à votre honneur. Et vous avez également cette quatrième nouvelle, Le Nectar au goût amer, une idylle amoureuse à l'allure de Roméo et Juliette. Et c'est l'histoire de Mélanie et de Gustave. Ouais. Et une histoire assez rocambolesque et finalement qui finit par, on peut le dire, la trahison, le sexe, le profit et tout ce que on peut avoir comme découragement ou comme voilà, désenchantement dans le couple. Oui, tout à fait. Vous comprenez aussi que un des sujets qui m'intéresse, c'est le refus de la manipulation des autres. Justement, à travers cette nouvelle, on voit une jeune fille qui est aimée de son professeur, qui l'aime vraiment, mais elle qui le manipule. Donc, elle le manipule, elle joue avec ses sentiments. Donc, ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'interpelle également les lecteurs. Donc, le refus de la manipulation des autres. Parce que on peut bien manipuler quelqu'un aujourd'hui et puis avoir l'impression qu'on l'a vraiment eu, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Oui. Et donc, se manipuler peut se retrouver également en situation de force. Voilà, et finalement tenté voilà, de se venger. Oui, et souvent aussi, ça peut être la patience qui entraîne peut-être de l'autre côté la manipulation. Exactement. Oui, et vous parlez de votre village d'origine au Burkina, un clin d'œil à Bognolo, dans la Supplicié. Et pour vous qui êtes né dans un pays voisin, on est souvent loin du pays, mais on a le cœur dans son pays d'origine. Je fais un clin d'œil au Sanguier de façon générale. Vous savez que les écrivains aiment brouiller les pistes. Et je suis pas de Bognolo, je suis de chef-lieu de province de Réau. Mais c'est un clin d'œil que j'ai voulu faire au Sanguier dans la Supplicié. Un clin d'œil, voilà. Et parce que je porte cette région dans mon cœur, et je n'ai même pas le choix que de la porter dans mon cœur. Cette région fait partie de moi. Et voilà, cette province, c'est moi. Comme quoi, on peut on peut s'exiler, on peut se déplacer, on peut aller loin, mais on reste toujours rattaché à ses racines. Rattaché à ses racines. Et Régis Kevin Bationo, tout au long de vos 7 nouvelles, ce sont des tranches de vie que vous nous proposiez. C'est des histoires d'amour, c'est des histoires de couples qui se font, qui se défont. Seulement que la plupart de ces couples se soldent par des échecs. Pourquoi? Ça, c'est le constat qui est fait au sorti de la lecture du livre. Oui, les couples se défont, parce que, et une chose importante pour moi, disons, une chose que j'ai pu remarquer aussi de ma petite expérience de vie, c'est que l'homme est fragile. Donc je mets aussi le doigt dans cet ouvrage sur la fragilité de l'homme, sur la fragilité des relations.
Et donc, je montre qu'on peut bien avoir des principes fermes, des principes costauds, mais ces principes-là peuvent voler en éclats d'une seconde à l'autre. Et là, c'est parce que l'homme reste fragile, extrêmement fragile. Voilà pourquoi nous devons rester extrêmement prudents à toutes les étapes de notre vie. Sinon, ben, bonjour les dégâts. Oui, et vous vous attaquez à l'institution du mariage, il est dit en introduction. Pour vous, le mariage, c'est quoi? Quel doit être le sens du mariage? Je ne m'attaque pas au mariage. Je suis moi-même un homme marié, je crois au mariage. Mais je refuse de présenter le mariage ou de le voir comme étant une prison, un peu comme cela est présenté. C'est vrai que les gens ne sont pas forcément si sérieux en parlant de se mettre la corde au cou, mais c'est une image tout de même. C'est une image. Et moi, je refuse que le mariage soit ce lieu où on a la corde au cou. Simplement se mettre la corde au cou, voilà, mais pas autre chose. Oui, même pas se mettre la corde au cou. C'est plutôt se rendre beaucoup plus responsable désormais à travers le mariage, mais un lieu où on vit épanoui, où on vit libre, libéré, je dirais. Et libre, attends, je fais la différence entre la liberté et le libertinage. Et donc, pour moi, le mariage doit être ce lieu d'épanouissement, ce lieu de responsabilité, d'engagement qui se remplit sans être un lieu de torture, un lieu d'emprisonnement, voilà, un lieu de, je ne sais pas moi, de souffrance. Régis Bationneau, pour vous, on peut être heureux sans être marié? Oui, je pense. Vivre oui, on peut vivre heureux sans être marié. Je connais des prêtres qui ne sont pas mariés, qui vivent heureux. Je connais des célibataires qui vivent heureux parce que l'adage aussi dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais. Donc, chacun, dans toutes les situations de la vie, on peut être heureux. Donc, être heureux, ce n'est pas un aboutissement. Être heureux, c'est un chemin de tous les jours. Et comme l'a dit Wayne d'ailleurs, il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin. Ça, c'est bien dit. Et vos personnages sont africains, oui. Mais on a comme l'impression que le diplomate ne vous a pas quitté à l'écriture de ce recueil de nouvelles, ces 7 nouvelles. Ils sont africains, mais ils sont citoyens du monde. On les retrouve à Bognolo, on les retrouve en Côte d'Ivoire ou dans des pays voisins, on les retrouve à New York, on les retrouve, où sais-je d'autres encore. Oui. Pour vous, les frontières, c'est peut-être que dans la tête. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un univers globalisé, comme on le dit, et dans un univers mondialisé et globalisé. Et donc, on ne peut plus rester dans l'enfermement de notre espace. Donc, il faudrait qu'on refuse l'auto-enfermement. Il faudrait qu'on aille voilà, un peu partout, qu'on aille dehors. Et je crois que ça aussi, c'est un des traits et caractéristiques de cet ouvrage. Et je suis évidemment le produit moi-même de tout mon parcours. Donc, étant diplomate, les voyages que j'ai eu à effectuer, les missions dans lesquelles je me suis retrouvé aussi bien à l'intérieur du pays qu'au du pays, je crois que tout ça m'a façonné et c'est tout ça qui transparaît à travers l'ouvrage. Donc, on voit cette ouverture d'esprit, mais cette ouverture d'esprit pour aller vers l'autre, pas forcément les mains vides pour aller vers l'autre. Oui, avec ce qu'on a et ce qu'on est. Un peu dans une perspective lévinassienne, comme les philosophes aiment le dire. Oui, exactement. Aller vers les autres avec ce qu'on a, aller vers les autres avec ce qu'on est, avec ce qu'on est de bien, avec ce qu'on a de bien, et partager cela aux autres et prendre avec eux aussi, se laisser nourrir de ce qu'ils ont de bien, de ce qu'ils sont de bien. Oui, Léopold Sédar Senghor disait que les peuples se rencontrent souvent, ils se combattent parfois, mais ils se métissent toujours. Exactement. On prend toujours. Exactement. Voilà. Et on a intérêt à prendre beaucoup plus ce qui est mieux, ce qui est meilleur, oui, exactement. Oui, pour enrichir notre être. Bien sûr, parce que notre parcours est construction. Régis Kevin Bationneau, votre ouvrage est écrit dans une langue simple, sans être simpliste, et également une qualité de la narration qui est comme si vous nous présentez des tableaux, comme si on suit vos narrations, c'est comme si on a un tableau devant soi qu'on peint. Quelque part, c'est un style voulu. Oui, c'est un style voulu parce que
Et d'abord, le style simple d'écriture permet de toucher le plus grand nombre de personnes. Donc c'est un livre qui peut être compris facilement aussi bien par des élèves que par des universitaires, que par des professionnels et des experts, etc. C'est un style voulu et c'est aussi embarqué avec moi dans le voyage, dans l'aventure et les différentes personnes, le lecteur, donc de sorte qu'il ne soit pas perdu, qu'à aucun moment du voyage et de l'aventure, il ne soit perdu. Et donc, je l'emmène avec moi, je l'embarque, et c'est comme si je lui présentais les différents tableaux, comme vous l'avez mentionné, les différents paysages, les différents personnages, comme si j'avais une équipe derrière moi, et voilà, à chaque étape, je leur ai fait une sorte de road movie. Voilà, exactement, Voilà. exactement, comme du tourisme, cinéma, comme voilà. du tourisme, voilà, exactement. Oui, Oui. et on l'a vu également, la couverture est assez atypique. Vous avez l'image d'une jeune dame. Et à l'époque, je crois que celui qui vous a conçu cette couverture l'a fait avec beaucoup d'amour, oui. Mais vous avez tenu en son temps à lui rendre hommage, oui. Dans le livre même. Oui, exactement. Le concepteur de la couverture, il fait malheureusement partie des nombreux Burkinabés que nous avons perdus dans le crash d'Air Algérie. Et donc, c'est lui qui était l'initiateur de la couverture. Et donc, je lui rends hommage parce que c'est un jeune homme, un de mes petits frères, très talentueux, très qualifié et qui vraiment faisait son travail avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur. Et je crois que voilà, il m'a légué le meilleur souvenir qu'il pouvait me donner, me laisser de lui. Oui, où on peut trouver le livre à Ouaga? Et le livre est disponible dans les différentes librairies, à la librairie Mercury et à la librairie Jeunesse d'Afrique et également à la librairie Diakfa. Et ailleurs à Ouaga? À Ouaga, beaucoup plus sûrement. Par exemple. À Bobo, il faudrait... Ou à Bognolo. Ah non, justement, malheureusement. Donc, on a mis en place une politique qui nous permet de faire la promotion du livre et sa distribution dans les différentes provinces, mais à travers les centres de lecture publique et également à travers l'animation culturelle et également certains établissements. Oui. Est-ce que vous avez des projets après la victime? Ah oui, évidemment, l'écriture fait partie de moi. Je suis un littéraire dans le corps et dans l'âme. Et donc, je ne m'arrête pas là. Je suis présentement en train de finaliser l'écriture de mon prochain bouquin. Et donc... un roman? Un recueil de nouvelles encore, je veux dire, parce que j'ai fait une sorte de petite enquête et il s'est trouvé que les lecteurs se retrouvaient beaucoup plus dans les nouvelles qui, de façon très brève, arrivaient à relater des tranches de vie. Donc, ils retrouvaient plusieurs histoires faciles, ne se perdaient pas dans les intrigues. Et donc, je me dis, pourquoi pas ne pas